Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition, voir le temps en couleur, commissariat Sam Sturze. C'est une première de laisser un plateau de 1200 mètres carrés consacré uniquement vraiment à la question de la photographie dans tous ses défis. C'est une utopie merveilleuse que de pouvoir fixer une image sur un papier, fixer le temps. Voir le temps en couleur. Le titre de l'exposition se lit en 3 temps, comme 3 signaux sonores avant la prise du cliché à distance. Voir. Fixer une image comme si l'on découpait au couteau un morceau du monde. Le temps. Figer le temps pour faire tenir l'éternité dans un éclat de seconde. En couleur. Prendre la peau du réel et l'accrocher au mur. C'est une histoire de la photographie, mais plus qu'une histoire. Sam Sturze, jeudi 4 juillet, présentation de l'exposition à l'équipe de la médiation. C'est proposer une aventure assez subjective dans la photographie à travers 3 grandes conquêtes. Voir, c'est reproduire, c'est fixer l'image. La deuxième grande utopie à partir de là, c'est le temps. Fixer le temps, c'est une utopie en soi. La troisième grande conquête, ça sera d'arriver à photographier en couleur, à fixer la couleur. Retracer une histoire subjective de ces 3 conquêtes, reproduire, fixer le temps, rendre la couleur, c'est partir à la recherche d'une des plus grandes aventures scientifiques et artistiques qui ait traversé le 19e et le 20e siècle. Sous les efforts acharnés de Nicéphore Niepce, en 1826, après 10 années de recherche, des dettes s'élevant à 1 800 000 francs, cela conduira à ce que, pour la première fois de l'histoire, le monde accepte que l'on prenne son empreinte, et ce, sur une plaque d'étain de 20 cm de large. À ce qu'en 1839, François Arago fasse don à l'Académie des sciences du procédé amélioré, le daguerréotype, à un public venu des 4 coins de la planète. Un peu comme plus de 160 ans après, Apple annoncera chaque année au monde ses nouvelles sorties d'iPhone. Et à partir de là, c'est une succession d'avancées techniques qui chaque fois auront pour pendant des révolutions esthétiques. Naturalisme, pictorialisme, photosécession, photographie directe, j'en passe. Et Sam, lui-même, il s'est lancé dans une analyse de qu'est-ce que c'était la photographie, dans ces grands combats, comment les choses se sont évoluées dans les temps, et en même temps aussi la technique. Donc c'est excitant parce que c'est là, vraiment, elle concerne l'objet photo. L'exposition prend naissance en 2023. Chiara Parisi, la directrice du Centre Pompidou-Metz, invite le directeur de la Villa Médicis à Rome, Sam Sturze, à investir un des 3 grands plateaux du musée autour d'un thème qui avait jusque-là été peu exploré, la photographie. Et la photographie et Sam Sturze, vraiment, c'est un couple qu'il a donné dans les années des expositions juste exceptionnelles. Donc, ça nous semblait évident que si on faisait une exposition sur la photographie, c'était à Sam Sturze qu'on a lancé l'invitation pour un commissariat. L'aventure commence à Rome, à quelques enjambées du Tibre, en face du Jardin des Orangers, au catalogue de documentation de l'Institut central italien, où des dizaines de tirages au charbon de la fin du XIXe siècle reproduisent dans des tons sépia les chefs-d'œuvre de Botticelli ou de Léonard de Vinci. Une des grandes archives de Rome conserve des photos du début du XXe siècle, de tentative de tirage avec une qualité de tirage très particulier, ce qu'on appelle les tirages au charbon, qui rendent les contrastes très denses, et ces photographies qui sont de format assez grand photographient toute une série de chefs-d'œuvre des offices de Florence, et puis un ensemble de la scène de Léonard de Vinci avant sa restauration, à un moment où elle est assez dégradée, et le photographe se concentre sur ces dégradations, et ça devient pas tout à fait des œuvres abstraites, mais s'intéresser à la dégradation d'une œuvre d'art, c'est extrêmement intéressant. L'une des premières visées de la photographie consiste à reproduire les chefs-d'œuvre de la peinture. À partir des années 1850, en France, en Italie et en Allemagne, des firmes professionnelles de photographes fleurissent et reproduisent Léonard, Raphaël, Botticelli, à destination des artistes, des institutions, des amateurs. L'un des studios, la société Gustave Legray et compagnie, créée en 1855 par le peintre devenu photographe Gustave Legray, pousse le procédé jusqu'à l'excellence. On reçoit aujourd'hui au musée
L'une des premières reproductions de l'œuvre qui sera sans doute la plus photographiée de l'histoire, la Joconde. Mais on présente quand même les photos de Le Gray qui sont particulières. Lui, il a réalisé plusieurs tirages d'une même vue de la Joconde. À côté de moi, Sophie Bernal, chargée de recherche pour l'exposition, assiste à l'accrochage. En manipulant les agents chimiques de ces tirages, de manière à faire l'expérience de la couleur, des teintes, des nuances qui différaient selon les tirages. Elles ont un statut particulier par rapport aux autres œuvres, puisque ça a été l'un des premiers déjà à revendiquer les qualités esthétiques de la photographie, à vouloir lui faire reconnaître un statut artistique. Afin de lutter contre les reflets de lumière de la peinture de Léonard et la sensibilité inégale de l'appareil aux différentes couleurs qui faussent les valeurs du noir et du blanc, Le Gray demande au sculpteur Aimé Millet de lui fournir une copie au graphite datée de 1848. Le photographe fait ensuite varier nitrate d'argent, iodure de potassium, hyposulfite de sodium pour couvrir chacune des nuances obtenues en sépia ou en noir et blanc. Voici les différentes teintes successives qu'il prend. Gustave Le Gray à propos du papier photographique dans un cliché noir et blanc. Gris bleu, teinte neutre, violet bleu, noir bleu, noir, noir bistré, bistre, sépia coloré, sépia jaunâtre, jaune feuille morte, gris verdâtre, toujours de plus en plus effacé. Il faut s'arrêter à un de ces tons selon la plus ou moins grande vigueur du cliché. Pour avoir une épreuve de teinte noire, par exemple après le fixage à l'hyposulfite, il faut que les parties foncées soient au ton sépia, les parties qui doivent former les blancs au ton gris-bleu, afin de réparer la perte de ton que donne l'hyposulfite. Lui, il a une approche assez expérimentale de la photographie dite de reproduction d'œuvres d'art, puisqu'il n'y a pas tant une volonté d'archiver, de documenter, d'inventorier, mais plutôt une recherche sur les possibilités infinies qu'offre le médium de la photo. Dès 1850, Le Gray figure parmi ceux qui se battent pour faire de la photographie un champ artistique en soi. À l'opposé, du côté des détracteurs, un philosophe allemand, Walter Benjamin, signe en 1935 son règlement de compte à hockey choral du médium, intitulé « L'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique ». À la reproduction même la plus perfectionnée d'une œuvre d'art, Walter Benjamin. Un facteur fait toujours défaut, son hic et nunc, son existence unique au lieu où elle se trouve. Sur cette existence unique, exclusivement, s'exerçait son histoire. Nous entendons par là autant les altérations qu'elle peut subir dans sa structure physique que les conditions toujours changeantes de propriété par lesquelles elle a pu passer. Le hic et nunc de l'original forme le contenu de la notion de l'authenticité. On pourrait réunir tous ces indices dans la notion d'aura et dire ce qui, dans l'œuvre d'art, à l'époque de la reproduction mécanisée, dépérit, c'est son aura. Près de 90 ans après la publication de l'ouvrage Manifeste, Sam Sturze met la question du hic et nunc, le ici et maintenant de la photographie, au cœur d'un ensemble de clichés pris par le sculpteur roumain Constantin Brancusi, de ses propres œuvres entre les années 20 et les années 40. Brancusi, lui, en se mettant à photographier lui-même ses œuvres d'art parce qu'il n'était pas satisfait des propositions qu'on lui faisait, en allant s'enquérir auprès de Man Ray de toutes les subtilités du médium, il va arriver à une maîtrise de la photographie qui, à côté de ses sculptures, vont devenir une œuvre à part entière. On accroche un cliché en particulier, qui montre l'oiseau dans l'espace, sculpture de Brancusi datée de 1923. Une courbe tout en verticalité, tendue vers le ciel, et qui évoque un oiseau s'apprêtant à prendre son envol. Sur le cliché, épreuve en noir et blanc, d'une 50aine de centimètres de haut, l'oiseau est posé au fond de l'atelier de l'impasse Ronsin et prend toute la lumière, émergeant d'un parterre minéral et littoral de socles en pierre et d'œuvres en désordre, faisant alterner sur chaque pan de volume, ombres sourdes, lumière marmoréenne, arêtes tranchantes. Pour ces photographies, Brancusi cherche le flou, la tache, la rayure, la surexposition et la sous-exposition,
tout ce qui participe à donner à la photographie une présence, une matérialité, une aura. L'idée avec la photographie, c'est aussi de rompre avec une tradition picturale qui voudrait qu'on privilégie une perspective donnée. Et lui, au contraire, ce qu'il veut, c'est déhiérarchiser complètement les formes et le fond, donc créer une espèce d'infinitude, d'où la mise en scène dans son atelier avec le fond qui vient se fondre à son œuvre qui devient un tout un peu englobant. Maintenant que l'on a réussi à reproduire le réel, au suivant. Au suivant. Et au suivant. Le prochain défi consiste alors maintenant à tenter d'arrêter le temps. Freeze the time. Au début de la photographie, il y avait des très longs temps de pause qui fera qu'on prendra d'abord comme sujet des sujets immobiles. Mais si on veut commencer à faire des portraits, voire mieux arrêter un événement, eh bien il faut être capable de fixer le temps. Et c'est des alchimistes, c'est en ce sens-là que ces conquêtes sont des formes d'utopie. Aux côtés d'homologues anglais et français, un homme, inventeur, scientifique, physicien, physiologiste français, allait révolutionner le médium. Son nom, Étienne Jules Marey. Son invention, un fusil photographique permettant, dès 1882, de reproduire le mouvement humain et animal, image par image, sur plaque fixe, puis sur pellicule mobile. Ça va être toutes les recherches de la chronophotographie, celles de Marey, de Muybridge, de Albert Londres, qui vont réussir à figer l'image, la reproduire à un temps extrêmement court, et donc arriver à une décomposition du mouvement qui va permettre au cinéma de naître. Cheval en course, chat en chute libre, sauteur à la perche, guêpes et tipules voient leurs mouvements disséqués, percer à jour les secrets de leur biomécanique. Le tout dans la station de physiologie installée par Jules Étienne Marey en lisière de Paris. Vous voyez bien cette espèce de boucle, de révolution en quelque sorte. Les chronophotographes qui commencent à décomposer le mouvement jusqu'à Sugimoto. Non loin des chronophotographies d'Étienne Jules Marey, un artiste contemporain traite le temps photographique à l'inverse complet. Hiroshi Sugimoto, artiste japonais, explore dans les salles de cinéma new-yorkaises, à partir de 1976, des temps de pause de la durée d'un film entier. Son rapport au temps le plus vertigineux, c'est certainement ces photographies de salles de cinéma où l'écran de cinéma accueille la projection complète d'un film. Et donc Sugimoto prend une photographie avec un temps de pause extrêmement long, 1h30, 2 heures, la durée du film, fixant sur une seule image à peu près 170 000 images. Donc une des autres questions de l'exposition, en quelque sorte, c'est voir ou ne pas voir. S'il est possible de jouer avec le temps comme avec une pâte de boulanger, un élément de la photographie semble avoir, au cours de l'histoire, résisté. Troisième défi, la couleur. L'histoire de cette résistance, peut-être du fait d'une trop grande proximité avec la peinture ou avec le réel, est au cœur du troisième grand temps de l'exposition. La couleur, c'est certainement un des grands malentendus de l'histoire de la photographie. Pendant longtemps, la couleur, par les photographes auteurs, est complètement laissée de côté et dénigrée. Un photographe avec une vision artistique photographie en noir et blanc et plutôt en petit format. L'absence de reconnaissance de la couleur dans la photographie se joue notamment dans l'ignorance de son histoire. Peu savent que dès 1869, l'inventeur français Louis-Arthur Ducos-du-Horon combinait 3 filtres colorés pour rendre les couleurs. Ici dans l'exposition, de feuilles et de pétales de fleurs immortalisés en 1870. Et 40 ans après, 1904, les frères Lumière eux-mêmes déposent un brevet, l'autochrome, premier procédé qui automatise l'apparition de la couleur sur des plaques de verre photographiques, et ce, à partir d'un ingrédient insolite, la fécule de pomme de terre.
Recette. Broyer de la fécule de pomme de terre jusqu'à obtenir des particules extrêmement fines. Diviser les particules en 3 lots égaux. Teindre chaque lot avec un colorant différent, rouge orangé, vert et bleu-violet. Saupoudrer les grains colorés sur la plaque de verre encore collante de vernis. Appliquer une fine couche d'émulsion photographique en noir et blanc sur les grains colorés fixés. Cette émulsion captera du monde les nuances les plus variées. C'est le moment où la photocouleur est produite à des échelles industrielles. L'une des figures dans cette histoire de l'autochrome, c'est le mécène et philanthrope Albert Kahn. À partir de 1909, il lance son projet des archives de la planète, qui a pour but d'inventorier par l'image la diversité des peuples et des cultures du monde. Et il va commissionner une dizaine d'opérateurs qui vont être envoyés aux 4 coins du monde faire cette espèce d'archive géante. Plus de 60 pays, plusieurs centaines d'heures de films en noir et blanc, 72 000 autochromes documenteront bâtiments, paysages, pratiques culturelles, religieuses, quotidiennes, agricoles, métiers disparus, costumes d'apparat, de peuples venus de Chine, des Balkans, de Dahomey, de Bretagne. Ce sont des photographies qui sont hyper émouvantes, des images qui sont très fortes. Elsa De Smet, responsable du pôle des publics. Parce qu'elles sont des témoignages de la manière dont des populations, des communautés vivaient, des coutumes aujourd'hui qui ont pour la plupart disparu. Il y a une approche pour les médiateurs qui est importante aussi à se saisir. C'est à la fois l'universalisme d'Albert Kahn, qui est un universalisme profondément pacifiste, et en même temps, ce sont évidemment des photographies qui résonnent avec des événements de l'époque, comme les expositions universelles, où il y avait quand même cette idée que les peuples du monde étaient un peu regardés comme des curiosités ou voire un petit peu objectivés. C'est une réalité qu'on ne peut pas ne pas voir aujourd'hui et à laquelle quand même il faut être capable de répondre et de mettre en discussion. La couleur associée à la photographie n'est pas innocente. Elle résonne avec une croissance des voyages que des projets tels que celui d'Albert Kahn représentent, mais aussi avec certaines émancipations, notamment dans les années 30, celle des femmes, que le commissaire incarne avec une figure, la photographe britannique Yvonne Middleton, pionnière dans l'utilisation de la couleur, avec un procédé de trichromie nommé Vivex. Ces portraits de la haute société anglaise nous parviennent de la National Portrait Gallery et de sa conservatrice Claire Freestone. Yvonne Middleton est avant tout connue comme une pionnière de la photographie en couleur dans les années 1930. En 1935, elle emménage dans son très grand studio de Berkeley Square et elle y tient l'exposition DS et autres. C'est bien Nadine en Ariane que nous prêtons, n'est-ce pas? Nadine Muriel, comtesse de Shrewsbury, chanteuse lyrique, est représentée en 1937 par Madame Yevonde en Ariane, figure mythologique à la féminité contrariée, sauveuse de Thésée avant d'être par lui abandonnée. Nadine Muriel est ici représentée, une épée à la main, le fil du labyrinthe sur le fil même de la lame. Le fond bleu nuit, les verts satinés et brillants, conversent avec les tons cuivrés et dorés de l'épée. C'était clairement l'époque où il y avait, vous savez, des nuanciers pour les rouges à lèvres et tous les nouveaux tissus qui devenaient disponibles pour les femmes. C'était donc aussi comme une libération pour elle, je pense, et un moyen d'exprimer son originalité. Mais malgré les incursions de la couleur dans la photographie depuis le 19e siècle, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, il faudra attendre pour qu'elle soit reconnue pleinement. Elle sera célébrée institutionnellement à New York dans les années 70, avec l'exposition du travail d'Eggleston, de Stephen Shore, de Joël Meyerowitz, d'Hélène Levitt. Mais l'une des figures essentielles manque encore à l'appel, l'américain Sol Leiter, dont près de 30 photographies sont présentées dans l'exposition à Metz. L'un de ceux qui a participé à sa reconnaissance est le commissaire lui-même. Sol Leiter, qui au début des années 2000 a été redécouvert et exposé plus régulièrement, alors que ses photographies datent des années 50 et 60, avec un corpus couleur absolument exceptionnel, photographiant souvent autour de son bloc à New York, dans la 10e rue Est. Et là, on a quasiment une exposition dans l'exposition avec 35 de ces tirages couleurs sur cette technique très particulière qui est ce papier cibachrome. Les fameux cibachromes de Sol Leiter restituent les couleurs avec une densité absolument exceptionnelle.
Plus de 30 clichés jouent dans les rues de New York des reflets de vitrines et des accumulations d'enseignes à en perdre la notion de l'espace. De la texture de la neige, du brillant des carrosseries, des noirs occultant des pans entiers de la composition, des zones entièrement chromatiques, des flous de mise au point représentant la figure humaine dans une forme assez indéfinie pour qu'elle ne cesse jamais de représenter personne et tout le monde à la fois. Il s'inscrit aussi dans un sillage d'une tradition de photodocumentaire aux États-Unis et son œuvre sera reconnue plus tardivement que celle des photographes de l'école de New York des années 70. Il travaille la composition de ses œuvres avec parfois le sujet de son œuvre qui est coupé par le cadre, donc en l'occurrence on voit ici le pied qui est quasiment coupé, des jeux de perspective, des moments un peu saisis sur le vif et surtout cette tradition du vernaculaire. À lui seul, il raconte peut-être une histoire des liens entre peinture et photographie, tout en offrant justement la possibilité portée par le commissaire de dépasser un tel rapprochement. Pendant longtemps, quand une photographie était belle, on disait c'est aussi beau qu'une peinture. Et Sol Letter s'en prive pas non plus, il aurait rêvé d'être peintre. Ils sont quelques-uns dans l'histoire de la photographie à avoir préféré le dessin à la fin de leur vie plutôt que la photographie, tout en étant des grands photographes. Je pense à Cartier-Bresson par exemple. Je trouve, et j'espère que cette exposition permettra aussi de temps en temps d'inverser la proposition et de pouvoir dire d'une peinture, cette peinture est aussi belle qu'une photographie. Si aujourd'hui, il était en effet acté de voir ce que la peinture doit à la photographie. La dernière salle de l'exposition évoque ce processus de peintre qui utilise la photographie projetée, aujourd'hui légion. Le peintre allemand Gerhard Richter reproduit dans un corpus de 4 toiles présentées à Metz des photographies de bougies, de crânes, se détachant sur des espaces neutres, tout en peignant le flou, les éclairages et les zones d'ombre de ces photographies liminales. Il s'est servi de photographie qu'il a peint en travaillant la question du flou, et on se retrouve dans une dernière salle dédiée qu'à Richter avec 4 de ces photographies peintes de Richter, et on boucle la boucle en quelque sorte. On avait commencé en se servant de la photographie pour reproduire les œuvres d'art, et on finit avec un artiste qui peint la photographie. Bougies et crânes apparaissent sur les toiles et semblent rappeler ce que toute photographie susurre à l'œil qui la regarde. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est ainsi que l'autrice et essayiste Susan Sontag caractérise la photographie. Et c'est un extrait de son ouvrage sur la photographie que j'ai demandé au commissaire Sam Sturze de me lire pour cette fin d'épisode. Les images photographiques ne donnent pas tant l'impression d'être des propositions sur le monde que des morceaux de monde, des miniatures de la réalité que quiconque peut produire ou s'approprier. Les photographies qui bricolent l'échelle du monde se voient elles-mêmes réduites, agrandies, recadrées, retouchées, manipulées, truquées. Elles vieillissent sous le coup des mots qui frappent normalement les objets de papier. Elles disparaissent, elles prennent de la valeur et on les achète et les vend, on les reproduit. Elles qui emballent le monde, elles semblent invitées à l'emballage. On les colle dans des albums, on les encadre, on les pose sur des tables, on les punaise au mur, on les projette sous forme de diapositives, les journaux et les magazines les exhibent, les flics les indexent par ordre alphabétique, les musées les exposent et les éditeurs en font des volumes. Merci à Sam Sturze, à toute l'équipe du Centre Pompidou-Metz, mes lecteurs, Kellam Cole, Lord Dreyfus, et au doublage, Émilie Engler.